Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de toutes les réformes. C'est vraiment moins d'argent pour le système public de santé. Les choses sont peut-être différentes dans le privé, nous le verrons. C'est vraiment favoriser le privé, et cela au prix d'éloigner les usagers des hôpitaux, et puis avec une baisse démocratique importante, même si on n'était pas satisfait de ce qui se passait avant. Il y a une accélération brutale avec la loi Bachelot en 2009, repris et puis amplifiée par les lois successives, la loi Touraine et la dernière loi de Madame Buzyn. Et puis, il y a eu effectivement, la loi Bachelot a été un tournant en termes de gouvernance des hôpitaux, puisqu'elle a supprimé les conseils d'administration des hôpitaux qui étaient présidés par les maires, qui sont donc des représentants du peuple, pour les transformer en simples conseils de surveillance où les élus n'ont plus guère de pouvoir, pas plus d'ailleurs que les représentants du personnel. Ils sont là uniquement pour entendre ce que la direction veut bien dire. Et nous, au niveau de la coordination, on tient beaucoup à cette question de démocratie. Et donc, on est arrivé à un certain nombre de mouvements. Il y a eu une grande manifestation le 14 novembre l'année dernière, à la suite de laquelle le gouvernement a dû répondre un peu. Ça a été un chouïa. Juste pour donner un exemple, il a dit qu'il remettait la dette d'un tiers des hôpitaux. Un tiers des hôpitaux, ça permet y compris de faire du chantage. Ça permet y compris de faire du chantage aux hôpitaux. Oui, au moment des vœux, nous avions envahi la salle où ça se passait dans mon hôpital, où il y avait quelqu'un que maintenant toute la France connaît, qui était le directeur à l'époque de l'ARS du Grand Est, qui a été démis de ses fonctions pendant l'épidémie de Covid. Et le peu qu'on a entendu, parce qu'on a quand même pas mal chahuté, c'était le but. En plus, c'était au moment de la grève des cheminots. C'était bien. Nous sommes en train de nous mettre d'accord avec l'hôpital pour qu'il n'ait plus de dette, qu'il n'ait plus d'emprunt. Et on sait bien que dans ces cas-là, c'est du chantage à la suppression d'emplois, à des réorganisations, etc., à des fermetures, puisqu'on a rassemblé un certain nombre de services dans les groupements hospitaliers de territoire, leur demandant une solidarité financière. Et maintenant, on en est à fusionner les hôpitaux purement et simplement. C'est du chantage à l'emploi et aux activités dans les hôpitaux périphériques du GHT. C'est tellement plus économique de n'avoir qu'une maternité par département, sauf que ça éloigne terriblement les usagers. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la situation. Alors depuis, il y a eu les accords de Ségur. Il y a eu les accords de Ségur qui ont effectivement consenti un certain nombre d'augmentations pour le personnel, pas du tout à la hauteur de ce qui était souhaité. Et alors, je parle devant des Belges, là, donc je ne sais pas si je raconte ce que je vais raconter, mais on parlait de 300 € d'augmentation, et moi je me demandais un peu pourquoi on en était arrivé à ce chiffre-là. Et un peu avant le confinement, nous avons été soutenir des personnels à l'hôpital de Fumay, qui est vraiment à la frontière dans les Ardennes, et une jeune infirmière sortie de l'école, qui à mon avis ne connaissait pas du tout les revendications nationales, m'a dit « J'ai une collègue de ma promo qui est partie travailler en Belgique. Elle gagne 300 € de plus que moi. » C'est pour vous donner une idée. Ce n'est pas purement arbitraire. Alors, il y a eu des augmentations de salaire qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui était nécessaire. Pour les médecins, pas plus. Et en plus, avec un certain nombre d'arnaques. Alors, au niveau de la coordination, on n'a pas l'habitude de rentrer dans ce qu'est les prérogatives des organisations syndicales. Ça nous paraît extrêmement important. Mais je vais quand même dire quelque chose, parce que je pense que tout salarié le sait bien.
il y a un intéressement collectif, par exemple, comme associé à ces augmentations de salaire. Est-ce qu'on va donner des primes à des personnels dans les services qui réussissent à raccourcir encore plus la durée d'hospitalisation des malades en les renvoyant dans n'importe quelles conditions chez eux? Parce que ça fait un peu ça quand même, des primes d'intéressement collectif à l'hôpital. Excusez-moi de vous dire ça. Alors les autres conclusions du Ségur sont extrêmement minimalistes. C'est 4000 lits temporaires pendant les vacances à Arcachon, voilà. Je pense que ça intéresse, je ne sais pas si le président Macron souhaite mettre des lits au Touquet pour rester dans la région, parce que c'est une zone touristique. En tout cas, pour rester effectivement dans les Hauts-de-France et sur la côte, le SMUR de Boulogne-sur-Mer a eu pas mal de jours pendant cet été où il n'y a pas eu, où il n'a pas fonctionné et où il devait faire appel au SMUR voisin en cas d'incident à Boulogne-sur-Mer. Voilà en gros la manière dont nous avançons après le Ségur, c'est-à-dire que nous n'avançons pas. Il y a un certain nombre de promesses de démocratie. Il a parlé de parlement sanitaire au niveau des régions, mais il y a aussi des choses qui sont extrêmement inquiétantes. C'est que dans le cadre du projet de loi 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation, on donnerait plus de pouvoir aux collectivités. Alors si c'est pour donner plus de pouvoir aux élus pour qu'ils disent on refuse une fermeture de service, pas de problème, on dit chiche. Mais il y a de fortes chances que ce soit la nécessité pour les collectivités de financer le système de soins, que ce soit les hôpitaux ou d'autres choses. Et alors là, je pense que c'est extrêmement inquiétant en termes d'égalité entre les différents territoires français. Avant de parler de la mobilisation telle qu'on la voit pour la rentrée, je vais quand même dire quelques mots sur le projet de santé de la coordination nationale des comités de défense. Nous considérons qu'il faut un service public de soins de proximité. Et effectivement, les discours, alors Véran, il n'ose plus rien dire, je crois, à part parler du Covid. Mais le discours de Mme Buzyn, c'était « ça va mal à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de choses en ville ». Nous disons il faut un hôpital fort pour avoir un service de soins primaires fort pour plein de raisons, parce que les médecins n'ont pas envie d'aller s'installer dans un désert médical où ils savent que s'il y a une urgence, il va falloir qu'ils attendent le SMUR 1 heure en sachant pas forcément quoi faire, etc. Et puis, de toute façon, une des raisons pour lesquelles il y a aussi peu de contact entre la ville et l'hôpital, c'est bien que les personnels en ville sont surchargés de travail, donc ils n'ont pas le temps matériel de prendre des contacts avec l'hôpital, et inversement. Donc s'il n'y a pas des moyens de part et d'autre... Mais la politique de Mme Buzyn et de Véran, c'est les communautés professionnelles de territoire de santé. C'est comment on demande aux libéraux de travailler ensemble et de s'organiser. Alors, effectivement, il y en a un certain nombre qui sont très consciencieux et qui ont essayé de faire des choses qui marchent. Ceci dit, c'est assez contradictoire avec le système de la médecine libérale et du paiement à l'acte. Donc nous disons qu'il faudrait un service public de soins territorial autour des centres de santé, comme il en existe dans un certain nombre de territoires. Et puis, on défend une gradation des soins avec des hôpitaux de proximité, dont je ne vais pas vous faire la liste de ce qu'ils ont besoin, mais il leur faut une maternité, un service de chirurgie, etc., des services nécessaires en proximité, simples. Il faut que l'échelon départemental soit un pôle de référence pour un certain nombre de spécialités. Et puis, bien sûr, au niveau régional, il faut un hôpital de recours avec des services très spécialisés. Je ne vais pas parler de la psy, mais parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, et je pense qu'ici, il y a des gens qui le connaissent mieux que moi, le problème. Alors, je vais la faire courte. Je vais vous parler 2 minutes de la coordination pour vous dire que
nous ne sommes pas une association d'usagers comme les autres, pour plusieurs raisons. La loi de 2002, qui effectivement a beaucoup développé le droit des usagers, et c'était intéressant, elle est plutôt sur des droits individuels et des droits de consommateurs de soins, et pas forcément des droits de citoyens. Et nous revendiquons un peu comme des citoyens défendant l'accès aux soins pour toutes et tous. Et la deuxième raison, c'est que dans nos comités, nous avons, alors pas partout, et puis c'est à géométrie variable, mais nous essayons d'avoir partout à la fois la population, on va dire des usagers, puisque le terme est connu comme ça, des élus, et puis des représentants du personnel, du personnel, quoi. Alors pas du tout pour être en compétition avec ce que font les organisations syndicales dans l'hôpital, non, mais tout simplement pour la réflexion, pour préfigurer un peu ce que pourrait être un projet territorial de santé où il y a besoin d'échanges entre les personnels de santé, entre la population et leurs élus. On est très divers. On a des membres qui appartiennent à de nombreuses... Parce que souvent, les militants sont quand même à plusieurs casquettes. Hein. Et ben, chez nous, ils appartiennent effectivement à plusieurs organisations syndicales très diverses. Ceux qui appartiennent à des partis politiques, c'est aussi très divers. Je pense que c'est ça qui fait notre richesse. Et y compris, moi, j'en suis à dire, il ne faut pas qu'on prenne un certain nombre de positions très fortes sur quelques sujets. On a par exemple un débat sur la sécurité sociale. On est une immense majorité à penser qu'il faut garder la cotisation et développer la sécurité sociale là-dessus. Quelques-uns pensent qu'il faut privilégier la fiscalisation. Moi, j'en suis à me dire, il ne faut pas que la coordination tranche, parce qu'il faut qu'on continue à avoir ce débat, et y compris les plus convaincus dans un sens ou dans un autre, qu'ils viennent dans des débats organisés par notre coordination, par nos comités, souvent avec d'autres organisations, et bien là, ils vont trouver à expliquer à des gens qui ne savent pas pourquoi il faut la cotisation, ou pour ceux qui défendent la fiscalisation, pourquoi il faut la fiscalisation. Je pense qu'y compris, ça contribue à ce que les différentes organisations ne fassent pas de l'entre-soi. Et franchement, nous sommes dans une situation sociale et sanitaire tellement compliquée qu'il faut véritablement que nous puissions continuer à agir ensemble. Alors, il doit me rester 15 secondes, donc je vais vous dire qu'on est à la rentrée, là, et que j'espère que le mouvement va reprendre avec toute la force qu'il a pu avoir l'année dernière, y compris avec le collectif Interhôpitaux, les professeurs de faculté, avec le collectif Interurgence qui tient son AG jeudi, avec les différentes organisations syndicales, au-delà des divergences, parce qu'effectivement, un certain nombre ont signé les accords de Ségur, d'autres ne les ont pas signés, et y compris certains pourraient dire qu'ils ne veulent plus participer. Je pense en particulier au collectif Interbloc, parce que dans le mouvement, il resterait des organisations syndicales qui ont signé. Je pense que l'urgence sanitaire, c'est que le mouvement continue et que les usagers, la population a un rôle essentiel, parce que c'est notre avenir, c'est notre santé qui est en jeu, et il faut qu'on soutienne nos soignants, parce que la grève à l'hôpital, c'est pas une grève dans une usine. Les personnels sont assignés et finalement, c'est un peu comme s'ils n'étaient pas en grève, sauf dans les médiatisations et avec le soutien de la population. Désolée, j'ai une minute de trop. Et je peux pas parler de Saint-Étienne, mais j'en parlerai après. Dans le temps. Donc moi je m'appelle Adèle, je suis sage-femme, je travaille dans un hôpital
comment il est né. Donc nous, c'est un tout jeune mouvement, donc on n'est ni une association, ni un syndicat, on est juste des travailleurs qui se sont rassemblés à partir d'événements qui se sont passés dans notre plat pays. Donc je vais vous retracer un peu l'historique, comme ça on peut situer un peu vous pouvez un peu situer la chose. Donc en fait le 8 mars 2019, donc pas le dernier, celui d'avant, il y a des grèves qui ont été faites dans un hôpital public de Bruxelles, qui n'est pas le mien, par rapport à des conditions de travail, et c'est surtout né aux urgences et aux soins intensifs de cet hôpital. Des demandes, des revendications étaient posées auprès de leur direction, et la direction renvoyait toujours la balle en disant voilà, ça dépend pas de nous, on peut rien faire, il faut que vous alliez voir plus haut. Donc plus haut pour nous dans le public à Bruxelles, c'est le réseau IRIS, ça s'appelle. Il faut savoir qu'en Belgique tout est divisé, hein, donc on fonctionne en fédéral, en régional, donc c'est beaucoup plus compliqué en France quand on essaye de revendiquer quelque chose, parce que ça part là en ping-pong, voilà. Vous savez comme moi qu'on n'a pas de gouvernement depuis X mois, donc voilà, pour revendiquer des choses, c'est un peu le flou artistique. C'est la Belgique, c'est comme ça, depuis son existence, je pense. Et donc on essaye de naviguer là-dedans. Et donc, ils ont renvoyé leurs revendications au réseau IRIS, et donc mon hôpital et d'autres hôpitaux publics dépendant de ce même réseau, en fait, on s'est dit aussi, nous, en fait, on a un peu les mêmes problèmes aussi. Et donc, les syndicats publics ont organisé une grève pour le réseau IRIS. Et c'est là où en fait un peu tout le monde s'est dit en fait oui, on est soignant, mais en fait oui, on a des conditions difficiles, et surtout en fait on peut le dire, ce qui était un peu inexistant en Belgique, cette lutte là des soignants. Je crois que la dernière grève vraiment importante qu'il y a eu en Belgique, ça date de 1989 en ce qui concerne les soins de santé, donc il y a belle lurette, ouais. Donc c'est vraiment pas dans notre culture, en tout cas pas dans le milieu des soins, donc c'était un petit peu nouveau pour nous. Et donc ça a pris aussi du côté privé, parce qu'on a beaucoup d'hôpitaux privés ou de secteurs de soins privés en Belgique, et est né en tout cas du côté privé le mouvement des blouses blanches, si vous en avez entendu parler. Donc on essayait de faire des actions régulières pour manifester notre désaccord par rapport à nos conditions de travail, puisque les conditions de travail dans le privé ne sont pas mieux, d'autant plus que la marchandisation des soins y est encore plus intense, on va le dire. Et du côté côté public, on a fait des grèves, et côté privé, il y a eu le mouvement des blouses blanches. Tout ça, c'est un peu mélangé. Il n'y a pas eu plus de résultats que ça, mais par contre, des travailleurs présents à ces mouvements-là se sont organisés entre eux, ont notamment fait une AG, et de là est né le collectif La Santé en lutte. Donc on s'est rassemblés en assemblée générale, on a décidé de faire un mouvement et de décider ensemble de comment est-ce qu'on pouvait faire changer les choses au niveau fédéral, au niveau local, en fait à tous les niveaux, voilà. Et donc, nous avons tenté d'organiser une manifestation en mars, mais le Covid est arrivé, du coup, on n'a pas pu le faire, voilà. Donc on est gentiment allé travailler comme des bons soldats, on a été assez polyvalents. Moi, pour la petite histoire, je suis sage-femme et j'ai été délocalisée dans un service des soins intensifs Covid comme aide. Donc on a montré qu'on était flexible, qu'on était compétent, qu'on pouvait gérer la crise. Mais voilà, en retour, on a eu beaucoup d'applaudissements. Donc nous, il y avait vraiment en Belgique, ça a beaucoup pris à 20h. La population se mettait aux fenêtres, applaudissait les soignants, etc. Alors, voilà, nous, en tout cas, en tant que mouvement, ça a permis, comme vous l'avez dit, de mettre en lumière vraiment nos conditions de travail, etc. Donc ça a permis d'interpeller le public, les usagers de soins, les autres soignants aussi. Et puis ça a montré aussi surtout qu'on n'était pas prêt de gérer en fait une crise en fait, tant au niveau matériel. Alors j'imagine que vous avez eu des échos chez vous. Mais nous, chez vous aussi, mais il y a eu un gros fiasco au niveau des masques, au niveau des matériels, au niveau des médicaments disponibles. Nous, il y a vraiment des collègues qui ont témoigné des combinaisons qu'ils avaient pendant le Covid. C'était inacceptable. Il y en a, ils avaient même des sacs poubelles pour aller soigner les gens qui étaient contaminés au Covid. Donc c'était vraiment ridicule.
Et donc finalement, ce mouvement, la santé en lutte, en tout cas de ce qu'on a interpellé, ça a grossi les rangs un peu de tout ça. D'ailleurs, dans un hôpital public à bruxellois, plus ou moins vers la fin de la première vague, la première ministre est venue rendre visite, je ne sais pas si vous avez vu les images, au personnel des urgences et des soins intensifs qui avait été mis à mal pendant le Covid, pour venir montrer son soutien. Voilà, la réponse des travailleurs, ça a été on tourne le dos, on fait une haie de déshonneur. Voilà, ça a eu un retentissement international. Ça n'a pas été organisé par notre collectif, mais ça représente l'idéologie qu'on a, c'est-à-dire que les travailleurs, nous on est clairement des travailleurs de terrain, on n'a pas forcément une grande expérience de lutte, mais en fait juste on n'en peut plus et donc on essaye de s'organiser. Et donc, on a attendu un peu que cette pandémie passe et se calme, et on organise une grosse manifestation du coup ce dimanche, le 13 septembre, et où on attend vraiment beaucoup de monde, et notamment il y a un départ de Lille qui va se faire, donc ça on est très heureux pour justement cette convergence des luttes. Nous, ce qu'on défend dans la santé en lutte, c'est pas que les infirmiers, c'est pas que les sages-femmes, on défend le brancardier, le personnel de l'entretien, jusqu'aux médecins aussi qui est pressé par ce système de soins, jusqu'aux usagers. Donc on essaye vraiment d'avoir une espèce de convergence là-dedans. Je regarde ma petite feuille, attendez. Ouais. Bon, c'est lui qui va. Donc moi c'est Steven, je suis médecin généraliste et je suis aussi membre de la santé en lutte. Et donc moi je voulais juste rebondir là-dessus, sur le lien entre tous ces travailleurs, c'est qu'ils vivent la même chose, et elles vivent la même chose, c'est une marchandisation des soins et surtout une dynamique en fait, parce que même si c'est pas du privé, ce qu'on voit dans l'hôpital public c'est la même chose. Alors et ça a été dit tout à l'heure, une réduction du temps d'hospitalisation, une réduction par exemple pour les médecins à l'hôpital, ils ont dans certains hôpitaux d'un coup ils sont passés de 20 minutes à 15 minutes sans prévenir les médecins, à part le jour où ça commençait à 15 minutes. Voilà, ça c'était une chose qui se répète partout. Alors ça a commencé depuis longtemps, ça fait 30-40 ans qu'ils ont externalisé et sous-traité le nettoyage, l'alimentation dans les hôpitaux, etc. Mais au final, ça s'intensifie à chaque fois. Et là, on a eu, donc, juste avant qu'on n'ait pas de gouvernement, là, depuis presque 2 ans, je pense, on a eu un gouvernement de droite au pouvoir, même si les autres avant faisaient déjà des politiques de droite, ils n'étaient pas de droite affichés. Et voilà, par exemple, moi, j'avais juste noté ici que, en fait, à chaque fois, les constats au niveau de la santé sont pas mauvais. Ils vont prendre des chiffres, ils vont dire ah oui, par rapport à d'autres pays, ils vont plus vite dans ces pays-là pour sortir de la maternité, etc. Et puis en fait, finalement, leurs conclusions, leurs solutions sont toujours très mauvaises. En fait, c'est énormément teinté d'idéologie. À chaque fois, ils disent que c'est rationnel et que c'est la seule manière de faire. Mais au final, ce qui s'est passé, par exemple, sur les maternités, c'est qu'ils ont réduit à 2 jours et demi, je pense, c'est ça, le temps passé à la maternité après un accouchement, alors qu'avant, on avait une moyenne de 4-5 jours. Ouais. Et au final, ils comparaient à des pays qui avaient énormément de sages-femmes qui allaient à domicile, énormément de suivi après, etc. Donc, ça, c'était un des exemples. Voilà. Et c'est en fait toutes ces décisions-là, par exemple de mettre des managers et des manageuses en haut de la structure hospitalière, c'est à chaque fois juste pour diminuer les coûts et finalement on s'en fout de la qualité. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. J'ai discuté avec beaucoup de soignantes en maison de repos par exemple, elles n'en peuvent plus et ce qui est très triste c'est qu'en fait elles n'ont plus aucun temps pour les patients. Ils se retrouvent à éviter les patients qui parlent beaucoup parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'attention mais ils n'ont pas le temps pour leur en donner. Ils voient la nourriture se dégrader d'année en année avec vraiment des structures de maisons de repos qui dépensent 3,5 €. C'est le chiffre qui correspond habituellement pour être un bon chiffre en maison de repos. Ils dépensent 3,5 € par personne pour l'alimentation.
alors que ça coûte en moyenne 1 700 € à Bruxelles pour une maison de repos par mois. Donc voilà, ça se passe dans toutes les structures et c'est aussi pour ça que nous, ça nous parle, c'est d'essayer de relier tous ces soignants qui à 1 kilomètre l'un de l'autre, dans 2 structures différentes, se disent mais en fait, vous vivez exactement la même chose, vous avez le droit d'être en colère, et vous avez le droit de vous fâcher, et surtout qu'en plus, la plupart du temps, les soignants osent pas se mettre en colère ou faire grève ou prendre le temps de faire autre chose parce qu'en fait, ils veulent soigner. Donc là encore, j'ai été tracté avec une collègue vendredi dans un hôpital. Les soignants disaient, en fait, on leur demandait, voilà, est-ce que vous avez l'impression que ça diminue la qualité, comment est-ce que c'est votre travail, etc. Et ils disaient, oui, ils doivent faire de plus en plus avec moins de temps, mais sauf que eux ne coupent pas dans le soin. Et donc finalement, on se retrouve à pas manger, pas aller aux toilettes, terminer 1 heure plus tard. Et c'est les conditions de travail se dégradent. Et au final, ce qui va se passer et ce qui se passe déjà, c'est des soignants maltraités qui maltraitent des gens. Parce qu'ils n'arrivent pas à bien traiter, ils n'ont pas le temps. Et ça se retrouve partout. Alors moi, en médecine générale, je travaille dans des structures qui sont un peu comme des centres de santé, je pense. Donc c'est des maisons médicales. Là, nous, on prend le temps. Et par exemple, à l'inverse, on voudrait des consultations. Là, pendant le Covid, on a eu des consultations de 30 minutes. On aimerait bien pas retourner à 20, mais rester à 30, parce qu'on trouve que la qualité est meilleure. Donc, c'est des réflexions qu'on a, sauf que l'hôpital va complètement dans l'autre sens. Voilà. Je sais pas si tu avais d'autres choses encore à rajouter sur mon intervention ou sur revenir sur la manif. Ouais, je vais juste faire une petite avancée de la présentation que j'avais fait sur la santé en lutte. Donc justement, grâce aux mobilisations qu'on avait eues l'année passée, etc., avec la mobilisation des blouses blanches, les grèves qu'il y a eu, on a eu un fonds des blouses blanches qui a été débloqué. Donc c'est 402 millions d'euros qui sont pour apporter plus d'effectifs auprès des personnes qui sont soignées. Sauf que par exemple, je ne sais pas très bien évaluer la taille de nos hôpitaux, mais dans l'hôpital dans lequel je travaille, qui est quand même un gros hôpital public, ça va nous permettre d'avoir 10 équivalents temps plein en plus. Donc sur un hôpital, même si on ne regarde pas vraiment les chiffres, on se rend compte qu'en fait c'est ridicule. Et donc en fait, voilà, j'imagine c'est comme la loi Ségur où voilà, vous avez plus 300 €. Enfin, en vrai, si on analyse vraiment bien, en fait, ce qu'on nous donne, c'est des miettes, c'est juste pour nous faire taire et pour dire bon ben voilà, c'est bon, regardez, on a fait quelque chose. Je voulais aussi revenir sur notre mouvement, la nature de notre mouvement. Donc, comme je disais, on n'est pas du tout une organisation syndicale. En Belgique, il y a pas mal, en tout cas dans les soignants, pas mal de méfiance par rapport aux organisations syndicales. Il y a énormément de gens qui ne sont pas du tout syndiqués. Et en fait, nous, ce qu'on tend justement avec ce mouvement, c'est faire le trait d'union, en fait, justement, les travailleurs et les organismes syndicaux, ce qui pour nous, c'est les défenseurs des travailleurs par excellence. Pour leur redonner un petit coup de fouet, qu'ils reprennent leur place dans la lutte, et aussi pour donner un petit coup de fouet aux soignants ou aux usagers, enfin au personnel qui travaille dans le milieu de la santé, de réutiliser cette arme qui est une vraie arme de défense, et voilà, et qu'on arrive à se relier en fait, qu'on arrive à se relier tous là-dedans, parce qu'en fait, si voilà, chacun de notre côté, effectivement, on va jamais arriver à rien. Voilà, et donc voilà, suite aussi à... Donc nous, il n'y a pas de réquisition en Belgique par rapport aux infirmiers, donc si on est en grève, il n'y a personne qui nous remplace. Donc c'est pour ça que nous, en fait, personne n'est jamais chaud de faire grève aussi, parce qu'en fait, il y a toujours ce qu'on nous balance, c'est toujours la culpabilité. Oui, mais si tu viens pas, qui va soigner tes patients, etc. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile de se mobiliser chez nous. Mais pendant le Covid, enfin à la fin de la crise, où en fait tout le monde a été présent, les gens sont venus travailler en plus, on fait des heures sup, etc. Donc on a montré entre guillemets qu'on n'avait pas besoin d'être réquisitionné en temps de crise. Le gouvernement de Sophie Loulmès a quand même sorti un arrêté royal justement pour qu'on puisse être réquisitionné, et c'est de là aussi où est né cette aide de déshonneur quand elle est venue dans un hôpital public à Bruxelles. C'est qu'en fait on leur a dit mais en fait on n'a pas besoin de ces articles de loi pour montrer que en fait dans un temps de crise, en fait les soignants ils soignent, enfin voilà, on fait pas autre chose. Donc
Voilà, donc il y a plein de choses en Belgique qui nous révoltent. Et juste pour rebondir aussi sur les salaires, alors en Belgique, je pense que peut-être dans certains endroits, on gagne plus qu'en France, en tout cas chez les soignants. Mais en fait, c'est tellement disparate. Par exemple, à Bruxelles, on gagne 15% en moins dans le public qu'en Wallonie, mais c'est le même pays. Donc c'est juste pour que vous compreniez que, en fait, la Belgique, c'est pas cohérent. Les organisations, le public à Bruxelles, c'est pas le même public en Wallonie. Enfin voilà. Donc nous, voilà, notre lutte, elle va être de longue haleine. Déjà, on va essayer d'avoir un gouvernement. Tant qu'on n'a pas de gouvernement, on peut pas faire passer des vrais accords de refinancement. Nous, ce qu'on demande, c'est un refinancement des soins de santé. Et aussi une nouvelle façon de penser les soins. Voilà. Arrêter la tarification à l'acte, on a ça chez nous. Voilà. Mais effectivement, ça pousse à des dérives parce qu'effectivement, ça rapporte plus d'argent à un hôpital, qu'il soit privé ou public, d'amputer un patient ou de le traiter par dialyse que de bien accompagner son diabète et de faire un suivi long à l'hôpital qui, en fait, finalement, va rapporter moins d'argent. Donc ça nous pousse à des dérives éthiques auxquelles nous, en fait, c'est pas possible pour nous. À un moment, ça nous heurte. Voilà. Et donc voilà, c'est tout. Donc on manifeste dimanche. Voilà. Alors pour dimanche, il y a donc des bus qui partent de Lille, d'ici, c'est ça? Alors, il faudra qu'on nous dise exactement à quelle heure ils partent. À 9h30, j'ai sur la feuille. Voilà. Ils partent à 9h30 d'ici et donc il faut mettre son petit nom et son prénom et ses infos sur la feuille. Voilà. Est-ce que là, on pourrait peut-être voir si dans la salle, il y a des questions, si vous voulez revenir sur certains points, si vous avez des commentaires, voilà. Vous voulez ajouter des choses peut-être? Ou sur les internets? Encore. Ouais, alors en attendant, on va peut-être écouter maintenant les organisations organisatrices. Donc Vladimir pour PHM d'abord, et puis après on aura François pour Sud Santé Sociaux, pardon, et enfin Mathias pour la CGT Lille. 5 minutes chacun, si ça vous va. Oui, 5 minutes, ça va être très rapide. Bon, tout d'abord, moi, je veux remercier les intervenants. Oui, pardon, merci beaucoup. D'avoir participé. En tout cas, nous soutenons la coordination comme la corde soutient le pendu, mais nous soutenons la coordination et nous espérons qu'elle suscitera des envies dans notre région de construire des outils de défense qui associent les usagers et professionnels de santé pour défendre l'hôpital public qui en a grand besoin dans notre région. Et à ma connaissance, il n'existe pas de comité de défense dans le département du Nord. C'est un des rares départements dans lesquels il n'y a pas de comité de défense. Et bien sûr, nous soutenons notre santé en lutte, nos camarades belges, et nous serons présents à la manifestation. 2 petits mots sur PHM. PHM vient d'une longue histoire de lutte pour le droit à la santé dans le monde. Tout d'abord, les militants qui ont fondé PHM il y a 20 ans se sont d'abord battus pour que naisse le droit à la santé dans le monde. Et ils ont notamment participé à la rédaction de la déclaration d'Alma-Ata, qui a été signée le 12 septembre 1978, donc il y a très très longtemps. Et les objectifs d'Alma-Ata, cet accord qui a valeur légale, je le rappelle, puisqu'il a été transposé l'année suivante et adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, cet accord d'Alma-Ata prévoyait en 1978 que l'humanité tout entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si on utilise de façon plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une part considérable est actuellement dépensée en armement et en conflits armés. Je vous cite un tout petit extrait des points de la déclaration d'Alma-Ata qui constitue la loi mondiale, puisque c'est une déclaration de l'Assemblée plénière des Nations Unies de 1979. Il y a eu transposition de cet accord. En 2000, constatant que les objectifs d'Alma-Ata n'avaient pas été atteints, et non seulement ils n'avaient pas été atteints, mais ils ont été trahis, puisque au lieu
de satisfaire aux besoins de santé de la population mondiale, en 2000, la situation était très très durement aggravée. Que s'est-il passé? Entre 1978 et 2000, nous avons connu la crise de la dette partout dans les pays du tiers-monde. Et à la faveur de la crise de la dette, les pays riches, donc l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, ont imposé des plans d'ajustement structurel aux pays du tiers-monde, si bien que les systèmes de santé publique ont été détruits dans la plupart des pays du tiers-monde, hein, de 1978 à 2000. Donc en 2000, c'est un coup de colère qui part du Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde, 180 millions d'habitants, je crois que le revenu par habitant, ça doit être le deuxième ou le troisième plus faible du monde entier. À Dhaka est né, au travers d'une assemblée générale mondiale, le mouvement populaire pour la santé, People Health Movement. Ce mouvement a mis du temps à s'étendre à nos régions, à nos contrées, qui étaient un petit peu plus favorisées que les pays dominés, puisqu'il a fallu attendre la crise de 2007-2008 pour avoir les répercussions de ce qu'était un plan d'ajustement structurel, puisque nous avons vécu un plan d'ajustement structurel européen depuis 2007-2008, et que nous avons eu un laboratoire, en Grèce notamment, où on a détruit de façon extrêmement brutale le système de santé, et où tous les hôpitaux ont subi des plans d'austérité, hein, qui est le grand plan d'ajustement structurel décidé par les États européens au sein de l'Union européenne, et qu'ils entendent poursuivre, dans le futur. Hein. Donc ça, c'est le deuxième élément. Aujourd'hui, donc, PHM a 20 ans, c'est une organisation pauvre. D'ailleurs, ce n'est pas une organisation, c'est un espace, hein, d'articulation. Hein. Il y a qui veut, quelques organisations qui le veut. La seule condition pour militer avec PHM, c'est pas de signer un chèque, hein, c'est d'être d'accord avec la charte, hein, des peuples qui a été adoptée à Dhaka en 2000. Hein, et si on est d'accord avec cette charte, c'est-à-dire que si on est d'accord pour prioriser la santé dans le monde, hein, sur notamment le surarmement, etc., etc. Et si on veut que toute la population accède à un niveau convenable de santé, eh bien, il y a matière à se mobiliser. Alors, très rapidement, notre ambition pour les mois qui viennent, c'est de véritablement faire en sorte que la mobilisation et l'information circulent le plus possible à travers la planète et à travers le continent. Depuis 2010-2012, où PHM Europe s'est créé, hein, eh bien, nous avons maintenant des réseaux à travers toute l'Europe, hein, et nous avons une activité qui s'élargit de plus en plus, et des contacts européens extrêmement fournis. Hein. Nous espérons faire en sorte que cela se développe, mais ça n'est pas le patrimoine de PHM. Hein. Je rappelle que ceux qui vont conduire l'action, ce n'est pas PHM. Hein, c'est bien les organisations comme la Santé en lutte en Belgique, comme la Coordination nationale des hôpitaux maternités de proximité, comme la coalition française qui s'appelle Notre Santé en danger, qui regroupe tout un paquet d'organisations, associations, syndicats, partis. Hein, et puis c'est la convergence nationale des comités de défense des services publics. Donc ça, ce sera l'enjeu. Donc je voudrais simplement dire que pour la rentrée, nous serons attentifs à favoriser et à informer, notamment sur les mobilisations qui sont en cours, mais aussi sur une mobilisation dont on n'a pas parlé, je tiens à le souligner, hein, qui est une mobilisation toujours de la santé. Hein, cette mobilisation de la santé a fait une petite contagion. Les personnels, les aides familiales auxiliaires de vie auront une manifestation nationale le 12 septembre. Hein, d'ailleurs, elles sont directement visées par les fameuses réformes le 12 septembre à Paris. Hein. Le 12. Le 12 septembre, auxiliaires de vie et aide familiale ont leur propre organisation au travers d'un collectif qui ressemble beaucoup au collectif belge, mais qui est spécifique à ces femmes, qui considèrent d'ailleurs qu'elles sont sous-payées, exploitées, etc., parce que c'est une profession féminine. Hein. Donc c'est vrai que c'est le cas de la majorité
des professions de la santé et du social, mais là c'est encore plus parce que c'est 99% de femmes qui y travaillent. Ah, et puis bien évidemment, participation à Bruxelles le 13, mobilisation tous en grève le 17, hein, et puis les enjeux de sécurité sociale sur le record. On reviendra avec Michel tout à l'heure, hein, qui est l'enjeu de cette année, puisque le gouvernement prépare quand même le hold-up du siècle. Le hold-up du 21e siècle, c'est le hold-up sur la protection sociale, la sécurité sociale, les retraites, hein, le système de santé publique et la privatisation généralisée. C'est ça l'objectif. Voilà. Mathias ? Ouais, Mathias. Oh ben je sais pas, c'est comme vous voulez. Déjà, merci pour l'invitation et puis pour la hauteur de l'exposé, les débats qui ont été déjà faits jusqu'à présent. Je n'ai pas plus l'intention que ça d'intervenir, mais ça donne envie d'intervenir en fait à l'écoute de tout ce qui a été dit. Juste pour expliquer un petit peu qui est l'union locale, hein, c'est la CGT du territoire de Lille. Territoire de Lille sur lequel il y a un des plus gros centres hospitaliers universitaires de France. Je crois d'ailleurs que ça va être le plus grand, le CHU de Lille, avec plus de 15 000 soignants. Dans ces 15 000 soignants, la grande majorité sont des salariés. Et j'étais encore avec la secrétaire générale de la CGT du CHU de Lille ce matin, au comité général de notre organisation à Dunkerque, qui a expliqué un petit peu tout le vécu des soignants pendant cette époque horrible, Covid. À la même hauteur que les copains de Belgique, c'est l'inconnu. C'est comment on réorganise des services pour pouvoir accueillir quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça s'est passé dans les couloirs. Il y avait un établissement qui devait fermer, qui était quasiment insalubre, il a été alloué spécifiquement pour l'accueil des malades du Covid. Et cet inconnu, ils le connaissent encore. Alors évidemment, la direction, donc le Conseil de sécurité, a décidé d'y mettre un certain... Voilà, d'avoir un certain regard là-dessus, de mettre certains moyens qui sont évidemment pas à la hauteur. Au même titre, je ne vais pas revenir sur le Ségur de la santé. Voilà. Et donc ce ressenti, il continue et il va continuer pour les mois à venir parce que l'inconnu, il est encore là et la maladie, a priori, elle est encore là. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu de l'historique, de la situation de la santé dans notre pays. Les lois hôpital, patient, santé, territoire, le passage du conseil d'administration avec, comme tu l'as dit très bien, des citoyens et des soignants sur un passage de gestion de l'hôpital, de financier, la loi, la tarification à l'acte, qui oblige de plus en plus les actes ambulatoires. C'est-à-dire tu rentres le matin, on t'opère, tu sors à midi. Et alors tout ça, une fois que je l'ai dit, c'est bien. Ça fait partie de toute une série de lois qui remontent à 56, hein, tu l'as dit, mais qui sont véritablement un choix de société. Et le choix de société, c'est pas le nôtre, hein, on est bien d'accord. Hein. Enfin, je pense qu'ici, tout le monde qui est dans la salle, tous ceux qui sont autour de la table, ce choix de société, on n'a pas choisi cette société-là. On a choisi une société beaucoup plus juste. Elle a été mise en place par certains politiques dans l'histoire depuis 1936. Je ne vais pas parler d'Ambroise Croizat, enfin tout le monde connaît. Enfin voilà, l'instauration de la sécurité sociale. Et ce choix de société, c'est aussi le choix de quelle répartition des richesses on veut. Alors la répartition des richesses, c'est bien facile de le dire à l'échelon du CHU de Lille, hein, mais il faut aussi qu'on le dise à l'échelon français, à l'échelon évidemment européen, et aussi à l'échelon mondial. Mais le modèle à la française de l'hôpital public, le modèle d'Ambroise Croizat, de la sécurité sociale, tu voulais peut-être en revenir, mais je vais en toucher un mot maintenant. C'est un des plus beaux modèles au monde. Alors, on peut parler de cotisation, on peut parler de cotisation sociale, on peut parler de cotisation patronale, on peut parler de fiscalité, peu m'importe. Peu m'importe. La vraie question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on veut ?
est-ce que le curseur qui existe, le curseur capitaliste, parce qu'on est évidemment dans un monde ultralibéral et un monde capitaliste qui veut faire que et les citoyens payent de leur poche par les cotisations ou par la fiscalité, et en plus de ça, ils repayent derrière sur l'acte. Est-ce qu'on veut continuer dans ce système-là, ou est-ce qu'à un moment donné, on veut se dire, Ambroise Croizat, c'était très simple. Hein. L'idée, c'était, moi, Mathias Wattel, qui a la chance d'être en bonne santé, et je cotise dans un tronc commun qui n'est pas du tout lorgné ou vu par les assurances. Je cotise dans ce tronc commun pour que les personnes qui ont malheureusement une santé un peu plus fragile, elles puissent vivre dignement. Moi, Mathias Wattel, qui a la chance d'avoir une activité professionnelle, je cotise dans un tronc commun qui va être redistribué pour des personnes qui ont malheureusement, qui sont malheureusement en position de privation d'emploi. Et moi, Mathias Wattel, qui ai la chance d'être un peu jeune, je cotise dans un tronc commun pour tous nos aïeux, ceux qui ont cotisé auparavant pour leurs aïeux, pour qu'ils puissent vivre dignement de leur retraite. Donc ça, cette sécurité sociale, cette belle sécurité sociale, c'est ça qu'il faut continuer à essayer de travailler. Et le monde d'en face, le monde capitaliste, il est en train de bouffer petit à petit sur ce modèle-là. Et on va prendre que la sécurité sociale. Il y a un truc qui m'exaspère, c'est que le prix du médicament, c'est pas la sécurité sociale qui va le déterminer. C'est bien ceux qui vont vendre ce médicament qui va déterminer ce prix-là. Et c'est la sécurité sociale qui va payer les trithérapies à des prix exorbitants, que ce soit en Afrique ou que ce soit en France, qui va payer. Alors, c'est 10 fois le gramme de l'or. Hein. Enfin voilà, il faut qu'on se mette ça en tête. Et tout ça, il faut qu'on arrive à parler autour de nous de cette question-là, de cette question du choix de société, de cette question de la répartition des richesses. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est simple, mais comment on fait ? Je vais vous dire que je suis ravi d'avoir été invité ici, parce que c'est un des outils de la possibilité de la convergence des luttes. C'est même pas la possibilité, c'est la convergence des luttes. Et du travail du rapport de force qu'on est en capacité de mener. Alors, toute la période qu'on a vécue là, avec le Covid et tout, on est un peu fatigués. Hein. Enfin, honnêtement, tous les soignants sont fatigués. Tous les syndicalistes sont... Non, on n'est pas fatigués. Mais beaucoup de personnes sont fatiguées. Mais on va continuer à travailler cette convergence des luttes. On va aller continuer à travailler avec nos salariés, mais avec nos collègues pour expliquer tout ça, pour faire ce que font les soignants belges, c'est-à-dire proposer une initiative le 13. Alors moi je suis pas là, malheureusement je suis parti à Rouen dimanche prochain, mais on va communiquer qu'il y a un bus, hein, si tu veux bien, enfin j'en parle à mon organisation, qu'il y a un bus au départ de Lille et qui va aller en soutien à la manifestation. Alors c'est à Bruxelles, vous n'avez pas dit, c'est 9h30. Nous on parle de 9h30, mais c'est... Nous c'est à 13h. C'est à 13h à Bruxelles. Voilà. Et donc, il faut continuer à discuter avec les salariés, continuer à avoir des échanges extrêmement riches comme on a aujourd'hui, pour pouvoir arriver à cette hauteur de rapport de force et cette possibilité qu'un jour meilleur et qu'un monde meilleur est possible. Il est tellement possible parce que qu'on sait qu'il l'est, et on a tous les repères revendicatifs, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit les organisations associatives, que ce soit les organisations citoyennes, les organisations politiques de progrès, et on sait qu'il existe parce qu'on l'invente ce monde-là. Alors, moi, je voudrais, au nom de Sutentés Sociaux, vous remercier beaucoup parce que, moi, j'interviens pour la première fois sur un meeting comme cela et il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je trouve que c'est d'une richesse et ça regonfle. Parce que les deux premiers mots qui me viennent, moi, quand je pense à mes collègues avec qui je bosse régulièrement, alors moi, je travaille en psychiatrie. La psychiatrie est un milieu complètement désœuvré. Le manque de moyens est criant depuis très longtemps. Alors moi je suis dans un établissement qui pense être le meilleur du monde, qui a tout qui a tout mis sur l'ambulatoire. On a très peu de lits d'hospitalisation et toute la charge est portée individuellement par les professionnels au contact des patients. Et les deux premiers mots qui me viennent
quand je leur parle de mobilisation, c'est souvent fatalisme et sidération. Les gens bougent pas, les professionnels bougent peu. Ils bougent peu et on commence à sentir quand même bouger, parce qu'on se rend compte. Alors le Covid a fait un énorme effet aussi sur les professionnels, sur la population générale, mais sur les professionnels. Sauf que le Covid, c'est pas le début des luttes. Le début des luttes, il vient de très longtemps. Moi, je suis pas depuis très longtemps dans le syndicat départemental, mais moi, le début des luttes, je l'ai vu au travers de la défense du secteur social aussi. Parce que le secteur social, on peut pas ignorer que c'est aussi de la santé. Dans la déclaration d'Alma-Ata, quand même, je l'ai noté là, hein, c'est un état, la santé, c'est un état de bien-être dynamique, physique, un état de bien-être dynamique, physique, psychique et social. Et qu'aujourd'hui, le social est aussi extrêmement attaqué. Alors le syndicat Sud Santé Sociaux est sociaux. Il y a beaucoup de professionnels dans notre champ de syndicalisation qui travaillent dans la protection de l'enfance, qui travaillent dans l'accompagnement des plus démunis, qui ont besoin d'un accompagnement social. C'est attaqué au même titre que l'hospitalier. Et l'hospitalier aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'il y a le Covid, mais c'est tout ça qu'il faut associer. La question qui a été avancée juste maintenant, c'est la question de comment on va pouvoir rassembler ces petites luttes de chaque secteur sur un mouvement qui puisse faire convergence et venir se coordonner. Alors il y a beaucoup de coordination de ceci et de cela, des collectifs de ceci et de cela, mais c'est comment effectivement on parle d'une voix commune pour pouvoir enfin répondre aux besoins de la population et pas adapter les soins au financement. Depuis des années, mais effectivement, la loi HPST a transformé les directeurs d'hôpitaux en gestionnaires de finances. Nos directeurs nous disent j'ai la consigne de l'ARS, et donc c'est l'ARS qui décide de baisser de 26 postes l'année prochaine les effectifs. Moi, je l'ai entendu et j'applique la décision de l'administration. Nos directeurs ne pensent aucunement aux besoins de la population. Les besoins de la population n'existent plus. Quand il y avait les élus qui étaient encore présents dans des conseils d'administration, ils pouvaient venir appuyer là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et on a aussi beaucoup d'élus qui ne réagissent qu'au moment de la fermeture. La question, c'est comment on va faire que la population en général, accompagnée avec les salariés, défendent le service public de santé, qui soit le service public de santé hospitalier et du social, qui soit... c'est comment on va pouvoir transformer cette défense en gain. Et moi, c'est ça qui me motive, c'est comment on va pouvoir regagner ce qu'on a perdu depuis des années et qui fait que nos soins ne sont plus de qualité. Ce qu'on entend très régulièrement dans nos instances à l'hôpital, de la part des salariés, c'est de dire qu'il y a une perte de sens. C'est quand même fou. Pour des gens qui savent pourquoi ils sont à l'hôpital, un médecin, une sage-femme, un infirmier et un cuisinier, ils savent tous pourquoi ils sont à l'hôpital, pour soigner des gens. Et quand on ne leur donne pas les moyens de soigner les gens, et je vais prendre l'exemple des cuisiniers, quand on ne leur donne pas les moyens de pouvoir fournir de la nourriture de qualité aux patients, eh ben, ils se posent bien la question du sens de travail. Et donc, quand on perd le sens, quand on est sur des métiers qui sont des métiers de sens, de valeur, eh ben, on s'effondre. La souffrance dans les milieux de santé, c'est une souffrance qui va tellement loin que régulièrement on entend parler de suicide de professionnels. C'est pas normal qu'un infirmier qui se pointe sur son lieu de travail, à la fin de son poste, les collègues aillent le décrocher. Parce qu'il a souffert de ce qu'il n'a pas pu faire, de ce qu'il ne peut plus faire. Effectivement, quand on dit de ne plus rentrer dans la chambre d'un patient qui parle trop, ben moi je l'ai vécu quand j'étais stagiaire il y a bien longtemps, c'est encore pire aujourd'hui. On ne parle plus aux patients, on ne s'occupe plus des patients, on s'occupe d'une pathologie et d'une chambre. Et cette pathologie et cette chambre, c'est plus une personne. Donc la défense de la santé, du service public de santé, c'est aussi la défense des conditions de travail, les conditions de travail complètement dégradées. Pour pouvoir bien soigner, il faut être en bonne forme soi-même, et donc il y a toute cette défense-là. C'est pour ça que la réflexion très collective de pouvoir élargir quelque chose qui est la défense de mon service hospitalier, de ma porte, de mon entrée d'hôpital, de mon service d'urgence,
Enfin, ça ne peut être que global. Et donc, c'est globalement qu'on doit pouvoir réfléchir les choses. Au niveau syndical, au niveau associatif, au niveau politique. Et quand on peut se rassembler et pouvoir réfléchir les choses ensemble, là, on va pouvoir avancer sur une forme de société qui ressemble un petit peu à ce qu'on voudrait, nous, dans le soin et dans la vie. Parce que le but, quand même, c'est de pouvoir vivre de tout ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a peut-être des questions dans la salle ? Est-ce qu'on a peut-être des questions dans la salle ? Et, du coup, moi, j'ai pas... Ou des interventions, oui, pardon, des commentaires, non ? Peut-être. Pardon, ouais. Et, je vais vous passer le micro pour que ça puisse être diffusé. Il y a la caméra qui peut tourner peut-être sur... Voilà. Bon, je m'appelle André Delcroix, je milite dans l'association Attaque, et notamment au comité local de Roubaix-Tourcoing. Et alors on a l'idée, mais on commence à pas en discuter, c'est pas du tout lancé, de créer on espère, un collectif santé à Roubaix, peut-être mieux à Roubaix environ, donc, et notamment avec des syndicalistes hospitaliers. Donc Sud, CGT et tous les syndicalistes qui veulent se battre. Alors, ici on a eu, je pense, une période très difficile. Notre gouvernement a fait une politique sanitaire que je ne suis pas le seul à appeler calamiteuse. Il a prétendu avoir quantité de masques, il ne les avait pas, mais il les a quand même commandés très tard. Par exemple. Et on a pris des mesures qu'on appelle mesures sanitaires aussi, et qui pour moi sont des restrictions terribles à nos libertés. Je parle du confinement, je parle maintenant du masque. Mais surtout le confinement, ça a eu pour effet de rendre des mobilisations beaucoup plus difficiles. Alors, ce gouvernement il essaie maintenant de se donner une meilleure image, mais je pense qu'il serait important de le décrédibiliser. Pour ça, j'aimerais avoir plus d'informations sur, que je n'ai pas actuellement, sur ces projets de loi qui iraient donc tout à fait à l'encontre de nos demandes qui sont mille fois justifiées. Je pense qu'il est important de faire ressortir à la population que ces gouvernements, je pense en Belgique, ça ne doit pas être très différent. Leur idée, c'est le fric. C'est les économies, c'est l'austérité. Et nous, on voudrait faire passer la santé en avant. Et il faut donner des moyens matériels, des moyens financiers à la santé. Et non pas faire l'inverse, comme on a dit, limiter les budgets. J'ai deux petites questions à poser aux camarades belges. Est-ce qu'on a interdit la chloroquine en Belgique ? En France, on l'a interdit, je trouve ça scandaleux. Et pour chez nous, Vladimir a parlé de comité de défense. Tu as parlé de comité de défense qui existe je ne sais pas où, qui n'existe pas dans le Nord. J'aimerais bien avoir des informations. Merci. Je répondrai surtout pas sur la chloroquine, sauf pour dire que je pense que ce qui se passe depuis un certain nombre d'années dans les laboratoires pharmaceutiques fait que la population n'a plus confiance, et absolument plus confiance, et on en est à ne plus croire ce qui est des preuves scientifiques. Alors après, je ne vais pas épiloguer dans le débat, mais le débat est complètement faussé par cette idée que on nous trompe, parce que effectivement, et ça c'est vrai, les laboratoires pharmaceutiques veulent faire des profits. Après, vraisemblablement quand même,
vu le nombre de scientifiques qui disent que la chloroquine ne marche pas, après, pourquoi le gouvernement a interdit? En plus, c'est une idiotie. C'est un traitement pour d'autres choses. J'ai réagi là-dessus. Je vais plutôt parler de la création des comités de défense. Mais je pense qu'on a un vrai problème dans notre pays, et on l'a eu avec les masques. Le discours du gouvernement est tellement trompeur qu'on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et on en arrive à des situations complètement ahurissantes avec des gens qui manifestent contre les masques, alors que, en l'état actuel des choses, avoir des masques dans un espace fermé dans lequel nous sommes plus resserrés que ce soir, c'est certainement une des choses les plus sensées qu'il puisse y avoir par rapport à beaucoup d'autres choses. Mais comme on a aussi interdit les masques en forêt, on a aussi interdit d'aller en forêt pour pas attraper le Covid, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, j'arrête là-dessus parce que je pense que d'autres sont beaucoup plus capables de parler de ces questions-là que moi, mais je crois qu'il y a une véritable envie de museler la population et de l'habituer à avoir des mesures absurdes. Sur la création des comités de défense, peut-être déjà un mot, parce que si j'ai bien compris, vous êtes à ATTAC. ATTAC est une des organisations qui est partie prenante, non pas de la coordination nationale des comités de défense, parce que nous ne sommes que des comités de défense, donc on a une réunion d'associations ou de collectifs locaux qui ont des adhérents, qui d'ailleurs dans certains cas sont des associations. Convergence des services publics, par contre, regroupe un certain nombre d'organisations politiques, associatives et syndicales, dont ATTAC, sur la défense des services publics, mais également sur la défense de la sécurité sociale, ce qui va me permettre de dire un mot de l'initiative qui est prévue en ce moment. Et puis après, je vous donnerai peut-être un peu d'éléments sur comment faire un collectif santé, quelque chose comme ça. Parce que, justement, nous sommes sur le 75e anniversaire de la sécurité sociale. Je ne reviendrai pas parce que j'ai beaucoup apprécié la manière dont Mathias a exposé les choses tout à l'heure, donc ça va m'éviter d'essayer de vous dire ce que je n'avais pas eu le temps de dire à la fin de mon intervention. La sécurité sociale est extrêmement mise à mal, il l'a dit. Nous avons décidé au niveau de convergence, avec la coordination complètement dans l'histoire, qu'il fallait absolument utiliser ce 75e anniversaire de la sécurité sociale pour faire de l'éducation populaire, pour militer pour sa défense et pour travailler et avoir des propositions sur une véritable sécurité sociale du XXIe siècle, plus ambitieuse que ce qu'on a actuellement, avec par exemple, la plupart, il y a un texte de convergence même là-dessus, et au niveau de la coordination, on est d'accord, le remboursement des soins à 100% par la sécurité sociale, ce qui implique évidemment qu'on ait un pôle public du médicament, parce qu'on ne va pas faire rembourser à la sécurité sociale les profits des laboratoires pharmaceutiques. Bref, c'est un rêve. Le but, c'est de faire une campagne tout au long de l'année, d'octobre à mai, avec des actions d'éducation populaire. ATTAC sait bien faire ça, avec des initiatives médiatiques, renommée des rues Ambroise Croizat. Je ne sais pas si vous en avez à Lille. Moi, je sais qu'à Charleville, je ne vais pas proposer ça. C'est la rue à côté de chez moi. Donc, mais bref, il y a beaucoup d'endroits où il n'y en a pas. Et débattre avec l'ensemble des organisations pour éviter de faire de l'entre-soi, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la cotisation. Et on lance tout ça les 2 et 3 octobre à Saint-Étienne. Pour ceux qui ont vu le film La Sociale, c'est parce que Saint-Étienne, c'est l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Et il y a une plaque dans l'école pour la ROC, qui était le haut fonctionnaire qui a mis en place la sécurité sociale. Il n'y en a pas, et il n'y a aucune référence à Ambroise Croizat, qui a quand même été le ministre qui a mis en place la sécurité sociale, et c'est y compris une non-reconnaissance du rôle politique, et c'est bien le politique qui décide quand même
des choses, même si on ne veut pas l'admettre dans notre pays et même si on critique, ce sont bien, comme ça a été dit tout à l'heure, des choix de société, des choix politiques qui mènent à tout ça. J'ai encore un peu trop parlé là. Je me suis embarquée. Juste pour la création de comités, je pense qu'y compris nous, on dit historiquement, on parle de proximité parce que c'est né avec des villes comme Vouziers dans les Ardennes. Je ne sais même pas si vous savez où c'est, dont la maternité a fermé. Enfin, si Vladimir y sait. Mais la proximité, c'est aussi, y compris pour des gens qui habitent Lille, mais Tourcoing-Roubaix, c'est un autre exemple, mais c'est comment aussi avoir des soins de proximité, parce que c'est pas parce qu'il y a un CHU à Lille que la population dans le quartier est bien prise. Et puis, on peut également se battre sur toute la question de l'accès financier aux soins. J'ai parlé de la sécurité sociale. Il y a la question des dépassements d'honoraires. Il y a cette question toute bête en ce moment des masques. Il faudrait que les masques soient gratuits, financés par la sécurité sociale. Ça répond à ces principes. Je ne parle pas des entreprises, c'est aux employeurs de les financer. Et donc après, soit vous êtes un groupe qui vous connaissez pour créer un comité de défense, un collectif santé, soit vous faites ce que nous, on avait fait dans mon comité quand on l'a créé. On était 3-4, on s'était mis autour de la table un jour. On était des personnels de l'hôpital, à l'époque je travaillais encore, et un élu. Et on s'est dit, on a eu une discussion, on s'est dit, il faudrait qu'on diffuse ce truc-là. Et en fait, nous avons lancé une réunion d'organisation en invitant l'ensemble des organisations que nous connaissions à Charleville-Mézières qui pouvaient répondre favorablement à cette idée. Et puis, excusez-moi, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone. Et puis, c'est parti de là. Et effectivement, il y a eu une réponse intéressante. Alors après, on a eu des hauts et des bas. Mais il y a une vraie sensibilité sur les questions de santé qui date d'avant l'épidémie, qui s'est transformée là, qui est peut-être plus intégrée à l'ensemble des préoccupations sociales en ce moment, parce que nous sommes dans une situation économique qui est quand même extrêmement grave avec un développement du chômage, tout ça. Mais je crois qu'il y a effectivement possibilité de réponse. Et puis après, le reste, je ne vais pas le faire publiquement, hein, mais on peut en discuter après. J'ai déjà été trop longue. Qui soit un système de santé qui soit à la hauteur des droits qu'on réclame. Pas seulement pratiquement comme on y arrive, mais à quoi il ressemblerait ce système de santé que vous appelez de vos voeux. Vas-y, Vlad. Oui, moi, je ne vais pas inventer l'eau chaude, hein, mais je vais simplement rappeler que le système de santé qui a été proposé en 1978 et qui, je rappelle, fait partie intégrante c'est notre loi commune, hein, puisque l'Assemblée générale des Nations Unies l'a adoptée en 1979. Dans ce document extrêmement important, je ne me souviens plus si c'est 10 points ou 12 points, il y a plusieurs choses. Premièrement, que la santé, ça a été rappelé tout à l'heure, est un état de bien-être physique, mental et social. Déjà, vous constaterez tous que la loi française ne parle que de l'état de santé physique et mental. Hein. Prenez n'importe quel comité d'hygiène sécurité, n'importe quel règlement de santé aujourd'hui, on ne parle que de ça, alors que la loi commune, c'est aussi le bien-être social. Donc ça, c'est cette définition qui n'est pas appliquée et qui n'a jamais été transposée dans les lois nationales, alors que normalement, hein, la supériorité des lois internationales devrait, hein, comme c'est le cas pour les décisions européennes, être transposée dans les lois nationales. C'est la première chose. Deuxième chose, le système de santé, c'est pas le soin. Ça n'a rien à voir avec le soin. Hein, le système de santé, c'est d'abord éradiquer les causes des maladies. Rappelle que les causes des maladies essentielles, c'est d'abord la faim dans le monde. Hein.
on meurt de faim. 15 millions de personnes meurent de faim. Donc on a une épidémie permanente qui s'appelle la misère, hein, et qui provoque 15 millions de morts par an qui ont été aggravées de façon considérable cette année. Vous verrez, il n'y aura pas plus de morts par les épidémies dans le monde, mais il y aura beaucoup plus de morts de faim cette année dans le monde. Hein, c'est un pronostic qu'ont déjà fait un certain nombre de chercheurs cette année, puisqu'effectivement, des dizaines de millions de personnes ont été jetées au chômage, hein, ou sont privées de toute solution, parce que pour l'essentiel, ce n'est pas les salariés qui dominent sur la planète, c'est le secteur informel. C'est ceux qui vivent au jour le jour sans avoir de contrat de travail et sans avoir de salaire. Hein, je le précise. Donc première chose, hein, c'est résoudre ces questions. Résoudre ces questions comment? Eh bien, en répondant premièrement aux besoins sociaux des populations, en renforçant l'éducation de la population, en éduquant la population, en faisant en sorte que tout le monde ait accès à l'eau, pour supprimer, à l'eau potable, pour supprimer les maladies évitables, en faisant en sorte qu'il y a un assainissement partout. Il y a plus d'1 milliard d'habitants sur la planète qui n'ont pas accès à l'assainissement. Hein, il y a des bidonvilles absolument encore totalement odieux dans plein de villes du monde. Et en France, les bidonvilles avaient disparu. Hein, au début des années 110, ils réapparaissent partout. Hein, dans toutes les grandes villes, maintenant, il y a des bidonvilles. Donc, c'est une politique intégrée socialement. Et puis surtout, c'est une réorientation, mais c'est dit noir sur blanc dans la déclaration d'Alma-Ata, des finances internationales. Quand vous savez que le budget annuel pour les dépenses militaires des États, c'est plus de 5 000 milliards d'euros par an, sans compter les guerres, sans compter les dépenses militaires, sans compter les déplacements de population forcés, sans compter le coût des conséquences de la guerre, c'est 5 000 milliards par an. S'ils avaient été investis pour réorienter le système de santé, on aurait sur la planète, ce dont tout le monde rêve, une sécurité sociale, sans barrières, sans frontières, ni pécuniaires, ni réelles, hein, et on aurait un bien-être de la population tel que ça a été décidé il y a maintenant des décennies, 60 ans, à Alma-Ata. 40 ans, je raconte des bêtises, 42 ans pour être précis. Hein, voilà, 42 ans pour être précis. Donc ce système de santé-là, c'est un système qui est forcément mondial. Pourquoi? Parce que les microbes n'ont pas de frontières, ça s'est vu là. Hein, voilà. Et ce n'est pas des clandestins. Ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de visa, ils n'ont rien. Ils demandent l'autorisation à personne, ils se déplacent. Voilà. Et donc, effectivement, la réponse aux pandémies est forcément une réponse internationale. Et aujourd'hui, force est de constater que les libéraux, Trump, etc., la première chose qu'ils essayent de faire, c'est de tuer l'Organisation mondiale de la santé. C'est de tuer l'organisation qui était déjà bien malade. Pourquoi? Elle était malade de la privatisation. L'Organisation mondiale de la santé n'est plus financée par les États. Elle est financée majoritairement par des milliardaires qui décident de l'orientation que doit prendre l'Organisation mondiale de la santé. Alors effectivement, quand on sait, c'est déjà cette situation extrêmement difficile de l'Organisation mondiale de la santé, on peut considérer que l'affaire Trump, qui a décidé de détruire l'OMS, puisque c'est ça son objectif aujourd'hui, est quelque chose qui a des conséquences extrêmement graves. Donc il y a un enjeu local, national, européen et international qui est colossal pour avancer vers un nouveau système de santé. Mais l'enjeu, il est là. Les populations, de mon point de vue, je pense qu'elles y sont prêtes. Notre problème, c'est de faire que l'écho soit grandissant, que les peuples se mettent ensemble et qu'ils organisent la mobilisation comme ils l'ont organisé en soutien aux soignants partout dans le monde pendant la crise du Covid. Oui. Moi, je voulais juste encore répondre sur quel genre de système j'imagine, mais ce sera plus à mon niveau de terrain. Mais moi, ce que j'imagine, c'est un système de soins de santé qui va
en fait, donner la vraie place aux soignants de terrain. Moi, je vois par exemple si dans tous mes cours, j'avais eu cours avec une sage-femme, avec quelqu'un qui soigne les personnes qui ont des addictions, qui est sur le terrain, j'aurais appris beaucoup plus vite. Et en fait, le vrai soin et pas en fait ce truc médical géré par des spécialistes soi-disant d'envergure, mais qui pour moi soignent mal. Donc ça, c'est une première chose. Donc être en fait apprendre directement des gens qui soignent vraiment, et puis que ça se traduise sur le terrain, de voir vraiment en fait pour moi une première ligne forte, donc que ce soit des médecins généralistes, des sages-femmes, des infirmiers, des kinésithérapeutes, etc., qui permettent en fait de vraiment prendre en charge directement les patients avant que la maladie se déclare ou au début. Et moi, un cas que je donne souvent et que je trouve un cas de science-fiction, comme moi je l'appelle, c'est de se dire qu'il y a un nombre incroyable, c'est des milliers de personnes chaque année qui se font opérer d'un bypass gastrique. Donc on va leur couper un bout de l'estomac, le mettre plus loin, raccorder leurs intestins, etc. Si ça avait été écrit il y a 50 ans dans un livre de science-fiction, je crois que voilà. Et on arrive à des cas comme ça où finalement la sécurité sociale trouve ça mieux de payer ça que de mettre en place un système sanitaire efficace, que ce soit interdire les boissons sucrées à l'école, etc. Donc moi je trouve qu'on a l'impression que le système est sur sa tête, et je ne suis pas le seul à le dire, parce que je pense la plupart des cours de santé publique, ils vont dire que notre système est sur sa tête. Et donc voilà, moi je trouve que si on avait une première ligne hyper forte avec plein de contacts avec les patients, etc., et que finalement les patients puissent prendre part activement dans leurs soins, ce serait beaucoup plus efficace. Voilà, et je travaille aussi en planning familial, et moi j'ai l'impression que le travail en planning familial et la prise en charge gynécologique des femmes sera beaucoup mieux quand le mouvement féministe sera fort. Et je pense que c'est plutôt les soignés qui affectent le système et pas les soignants en général, et qui font des avancées pour eux. Donc voilà, et elles. Je trouve que ce que vous relevez, je trouve que ce que vous relevez tous beaucoup et qu'on pourrait souligner, c'est le manque de démocratie criante dans les soins aujourd'hui. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on ait un positionnement notamment sur le financement, et c'est important. Et justement, la différence entre cotisation sociale et fiscalité, elle est importante peut-être là, parce que en France en tout cas, depuis que la sécurité sociale a été de plus en plus financée par la fiscalité, avant elle était par cotisation sociale, c'est l'État qui a repris le pouvoir, et l'État, en reprenant le pouvoir sur la sécurité sociale, l'a en fait marchandisé au fur et à mesure. Alors que la sécurité sociale financée par la cotisation sociale, c'est les travailleurs qui financent cette cotisation sociale et qui ont un droit de regard, du coup, puisqu'ils payent, ils ont un droit de regard sur la gestion de cette sécurité sociale. Et donc je pense que c'est un enjeu qui est important et qui doit aller en fait avec les propositions futures sur comment on finance la sécurité sociale et quel droit ça donne aux gens qui le financent, et notamment aux travailleurs au sein des hôpitaux et travailleurs à l'extérieur, puisque c'est un bien commun en fait pour toutes ces personnes. Voilà, je voudrais juste... Et moi je voudrais... Je suis aussi au syndicat assistants sociaux. Je suis aussi artiste, peintre et sculpteur. Je suis venu de la Laos en 1975. J'avais 15 ans. J'avais un rêve. En France, vous avez un super... bon, c'était il y a 35 ans. Il y a 45 ans. Hein. Donc, j'avais 15 ans. Et là, aujourd'hui, je suis bientôt à la retraite. Et puis, je vous vois quand même comment ça s'est effondré. Le système... mondial, français, où est-ce qu'on est quoi, maintenant quoi. C'est quelque chose, je suis, comment dirais-je, c'est un peu un cauchemar quoi, pour les enfants qui vont arriver. Heureusement qu'il y a un poignet d'hommes, d'êtres humains comme vous êtes ici, qu'on se réunit. J'espère que ça va pulser un petit peu, impulser aussi un mouvement, parce que bon, je pensais avoir un peu plus de monde, bon, avec le Covid, les gens ont peur, moi aussi j'ai eu peur à un moment. Mais la peur, elle a été imposée par qui au-dessus, les gens qui les ont instrumentalisés. Donc, je pense qu'il faut garder quand même cette chose ensemble. Si on est là, je crois qu'il faut aller en avant, lutter. En Belgique, je ne pourrais pas venir parce que je travaille ce jour-là, le 13. Mon cœur y serait. J'ai relayé
les infos aux collègues. Donc voilà. Je n'ai pas beaucoup de questions, mais mon constat, c'est que voilà, mon rêve s'est un peu évaporé, mais j'y crois encore. C'est pour ça que je suis là ce soir. Merci. Merci Tanou. Alors moi je voudrais récupérer ce que dit Tanou et rebondir sur ce qu'on disait sur le financement de la sécurité sociale, sur l'absence de démocratie. Moi je ne suis pas certain, je n'ai pas les connaissances pour ça, de savoir si l'impôt ou la cotisation serait plus juste démocratiquement. Moi j'ai l'impression que le système c'est dans l'autre sens qu'on doit pouvoir le réfléchir. C'est comment nous, alors moi en plus je parle en tant que représentant de salariés, mais c'est comment les usagers vont pouvoir avoir la main sur les outils de soins et sur le système de soins, de permettre à la population générale, qui sont les usagers, un jour, de pouvoir faire leur système de soins selon leurs besoins. La démocratie, qu'elle soit locale ou nationale ou internationale, c'est là une question effectivement importante. On est obligé de passer par l'idée du rapport de force au lieu de pouvoir passer par la démocratie et le système démocratique. Et donc ça, c'est la question du financement, c'est une question importante parce qu'effectivement, un système de santé fonctionne avec de l'argent. C'est pas l'un ou l'autre, c'est comment on l'utilise. De mon point de vue, et c'est vraiment de mon point de vue personnel, mais je trouvais qu'on ne pouvait pas avoir une position très claire l'un sur l'autre, mais c'est la question de la démocratie sanitaire, que ce soit les soignants, que ce soit les professionnels de terrain ou que ce soit les usagers, il faut que tout ça puisse se rassembler dans nos militantismes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut entendre dans la défense des hôpitaux de proximité, c'est que tout le monde peut se rassembler autour de la défense de quelque chose. Et c'est ce moment-là où la démocratie se fait ensemble, où on peut avoir des avancées. Alors, je voudrais attirer l'attention sur un fait qu'on m'a déjà fait remarquer à de très nombreuses reprises au plan international. Hein, la question du financement, elle est fonction de chacun des pays. Hein. Et effectivement, si on prend le cas de l'Inde, de l'Afrique du Sud ou du Brésil, pour ne citer que ces trois pays-là, la question du financement, elle est vite posée. La majorité de la population travaille dans le secteur informel. Pas de fiche de paye, pas de cotisation sociale, etc., etc. Donc dans ces cas-là, la seule solution possible, c'est l'orientation et la mobilisation des moyens de l'État pour pouvoir répondre à cette question. C'est pour ça qu'il y a une diversité des systèmes dans le monde, hein, c'est parce qu'il y a aussi des différences de nature dans chacun des pays. En France, nous avons la chance de pouvoir nous poser cette question. Alors, il y a un débat qui est entre gens de bonne tenue comme nous, hein, des gens qui pensent l'avenir pour tous. Hein. Voilà. Ces gens de bonne tenue disent quel va être le meilleur système pour que tout le monde puisse accéder à la santé et que la sécurité sociale soit une vraie sécurité sociale. Quel est le meilleur système? Et donc, entre gens de bonne convenance, hein, c'est un vrai débat qui pose des questions redoutables derrière, notamment sur la nature de l'État. Hein. Voilà. Grosso modo, et pour simplifier les choses, il y a deux points de vue qui s'opposent. Ceux qui sont pour la deuxième répartition, hein, c'est-à-dire la mobilisation de toute la population au travers de l'impôt pour financer la protection sociale. Hein, et puis la deuxième solution, c'est ceux qui disent qu'il faut passer par les cotisations sociales, ce qui suppose de s'appuyer sur le corps des salariés, en taxant le plus fortement possible le patronat. Moi, je vous dirais franchement, je souhaite que ce débat-là soit posé comme ça en France pour éviter qu'on s'alpague entre gens de bonne convenance qui ont les mêmes objectifs. Les objectifs, c'est la santé pour tous, pour partout et tout le temps. Hein, voilà. Ça, c'est l'objectif. Je préfère qu'on ne s'alpague pas là-dessus et que donc il faut poursuivre le débat. Par contre, le débat que nous avons avec nos gouvernements est d'une autre nature. Parce que le gouvernement, lui, c'est pas un débat.
c'est les commis voyageurs des multinationales et du patronat, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas. Il y en a qui pensent que Macron pense et qu'il réfléchit, ou que le gouvernement pense et réfléchit. Non, je vais vous révéler quelque chose que tout le monde sait d'ailleurs. Hein. Les milliardaires sont suffisamment riches, hein, pour livrer tout frais leurs commandes au gouvernement, y compris rédiger les projets de loi et faire en sorte que le gouvernement les fasse adopter. En France, il y a une association clandestine qui est composée exclusivement d'entreprises du CAC 40, qui s'appelle l'Association française des entreprises privées, qui domine de la tête et des épaules le MEDEF, qui est le patronat français, et les petits patrons, hein, on ne parle même pas de la CGPME. Cette organisation, son seul but, c'est de rédiger des textes de loi pour que le gouvernement les reproduise au Parlement. Hein. Donc c'est le règne de la photocopieuse. Le milliardaire pense et décide, le gouvernement applique et réprime. Voilà, donc c'est un petit peu ça le débat. Donc le débat qu'on a en ce moment avec le gouvernement, c'est simple. C'est que ce gouvernement-là applique les directives gouvernementales. Le premier à se réagir du Ségur, c'est qui? C'est le patronat. Le patronat qui a dit « Ah, les objectifs sont atteints, il y a 2 milliards pour la e-santé. » 2 milliards pour la e-santé, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir un médecin à tes côtés, un infirmier qui te soigne. Tu as une montre connectée, hein, qui prend ta température, qui prend le taux de carbone dans le sang, qui prend ta tension, hein, qui regarde si ton cœur il fonctionne comme il faut, etc. etc. Hein. Et puis qui est relié à une grosse machine, un gros système d'information, puis on te traite à distance. Ouais, le rêve du capitaliste, c'est de se faire un beurre encore plus fort avec la e-santé. Alors, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Hein. Attention, la e-santé, ça servait à quelque chose si nous décidions d'une organisation démocratique de la santé, ça pourrait servir à quelque chose. Mais dans l'état actuel de choses, ça ne servira qu'à s'engraisser. Vous avez vu comment ils ont fait les médecins généralistes qui veulent se faire du fric pendant le Covid. Hein. On fait une téléconférence avec le patient qu'on ne voit pas, on ne le palpe pas puisque c'est par téléphone, hein, et puis on lui dit ce qu'on pense, voilà, et on lui fait une ordonnance par téléphone. Ben ça, c'est la e-santé, voilà, ils voudraient bien généraliser tout cela. Hein, et donc, il faut bien comprendre là-dessus que le débat sur le financement, c'est le débat autour de sommes-nous pour une étatisation d'un État qui est dominé par le capital? Voilà, c'est ça la vraie question. Et la deuxième question, c'est la sécurité sociale, c'est quelque chose qui n'est ni capitaliste, c'est pas le capitalisme, c'est une manne collective de cotisation, c'est pas l'État. La sécurité sociale, c'est pas l'État non plus, c'est un bien commun. Donc, moi je suis pour qu'on pose la question comme ça, et je pense que la supériorité de la sécurité sociale à la cotisation, c'est qu'elle est un bien commun de toute la population. Hein, et qu'il faudrait la renforcer pour supprimer le rôle des assurances privées, supprimer, y compris des mutuelles, hein, parce que les mutuelles, je ne vois pas quelle est leur utilité aujourd'hui, sauf pour la prévention, etc., etc. Mais réorienter tout ça, c'est un débat qu'il faut ouvrir. Il ne faut pas le fermer avant qu'il soit mené. Merci. Est-ce que certains veulent réagir encore non Et dans la salle? Peut-être qu'on va pouvoir clore ce débat, rappeler les dates importantes. Oui. Il y a 5 minutes de réponse pour les intervenants. Et ils ne souhaitent pas répondre. Moi, je veux bien, hein, mais avec plaisir. Répondez maintenant. Ok. Je rappelle juste... Oui, vous voulez... Non, mais je pense pour dire qu'effectivement, la démocratie est une chose essentielle. Je suis tout à fait d'accord. Et dans la bataille pour la sécurité sociale, il y a bien, et Vladimir vient de le rappeler, c'est quelque chose, c'est pas l'État, tout ça, c'est la propriété des travailleurs, en fait, la sécurité sociale. Et après, effectivement, les questions, c'est est-ce qu'on s'attaque mieux au rapport capital-travail par la cotisation que par l'impôt, etc., avec des... on est beaucoup à penser que c'est la meilleure solution. Mais c'est vrai que c'est des débats qui sont complexes. Par contre, la réalité de ce qui s'est passé depuis 1968, c'est qu'au moment de la création de la sécurité sociale, elle était gérée essentiellement par les salariés, qu'il y a eu après le paritarisme, c'est-à-dire les organisations syndicales et les organisations patronales à la fois qui géraient la sécurité sociale en sachant bien qu'il suffit d'un seul syndicat de salariés
qui se mettent d'accord avec le patronat pour remporter la majorité. Et il y a eu suppression en 68 des élections des administrateurs de la sécurité sociale, ce qui a largement contribué à éloigner. Je pense qu'un certain nombre de jeunes ne considèrent la sécurité sociale que comme une administration à qui il faut envoyer un papier pour avoir des sous quand on est malade. Et donc, c'est bien la question de la démocratie qui a contribué à ce que on s'éloigne de ce qu'est la sécurité sociale. Et c'est bien aussi pour ça que le gouvernement a surtout envie, comme tu l'as dit, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de financement d'État et de moins en moins de financement par la cotisation, de plus en plus de financement par l'impôt, pour bien justement pouvoir mettre la main sur la sécurité sociale et avec... en soutenant très largement le patronat, malheureusement. Mais je crois qu'il y a y compris des choses à construire localement dans les territoires, avec une articulation départementale, régionale, tout ça. Je ne sais plus quel département de Bourgogne-Franche-Comté, on a un de nos comités là qui veut travailler à l'élaboration d'un plan départemental de santé. Il y a comment on fait des plans régionaux de santé, etc. Il y a un véritable travail de démocratie qui est important. Très bien, merci beaucoup. Ok, je peux clore le débat du coup ou vous voulez continuer? On se termine ou Pardon, ouais, on termine ou vous voulez d'autres questions dans la salle? Rien? Ok, merci beaucoup à tous et ouais, Vlad? Non, ok, merci beaucoup vraiment pour ces interventions, c'était très très riche et on rappelle oui les dates, peut-être le 13 septembre, rendez-vous à 9h30 à la Bourse du Travail pour partir vous soutenir à Bruxelles. Le 17 septembre, grève générale unitaire. Le rendez-vous 14h30 à Porte de Paris pour le rendez-vous à Lille. Merci beaucoup à tous, bravo. Et alors le 12, oui, le 12. Alors le 12, c'est à Paris, hein, effectivement. Ouais. Bon, là, on n'a pas eu les moyens, parce qu'on a su tardivement organiser quoi que ce soit pour y aller. Ah, c'est à Paris, je crois que c'est à 13h. Je crois que c'est à 13h à Paris. Hein. Donc faites circuler l'information. Hein. Sachez que ça existe. C'est le collectif des Invisibles. Elles se sont appelées les Invisibles. Envoie sur le net. Ouais, tu renvoies. On mettra les informations en commentaire de la vidéo si ça vous va à tous. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.